L'énéagramme, un chemin vers l'éveil. Cette vidéo a pour fonction de présenter le canal du même nom, l'énéagramme, un chemin vers l'éveil, d'expliquer un petit peu ce que je propose sur ce canal et de, d'expliquer mon positionnement, en quoi l'énéagramme est un outil connu dans les milieux du développement personnel pour une application plus psychologique, mais en quoi cet outil est en réalité un outil bien plus profond, un outil d'éveil intérieur, d'éveil à soi-même, de découverte de sa véritable nature. C'est parti, après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Donc une vidéo pour clarifier un petit peu le concept de ce canal Ennéagramme, un chemin vers l'éveil, pour brosser un tableau de ce que je propose sur ce canal, de ce que vous pouvez y trouver et éventuellement de la manière de soutenir la chaîne, la manière dont vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir ce travail pour le rendre pérenne. Donc premièrement, ce canal a pour fonction de faire connaître mon approche de l'énéagramme, qui est une approche très différente de l'approche connue aujourd'hui en tout cas, dans les cercles publics, dans les cercles de développement personnel, de présenter le canal et la manière dont c'est structuré pour que vous puissiez vous y retrouver et ce que je propose comme formation notamment et accompagnement. Tout d'abord, je vais donner sur ce canal toutes les connaissances que je peux partager publiquement en tout cas, sur l'énéagramme, et ce, tout au long des vidéos, notamment des séries A, B, C. Chaque vidéo commence par une lettre. A comme approche, c'est une introduction, j'explique l'énéagramme, sa figure, ses lois. B, c'est plutôt les bases de l'énéagramme qui conduisent à l'énéagramme des 9 types. Et C, j'ai intitulé Cheminer avec la quatrième voie pour une approche plus profonde, plus intérieure de l'énéagramme. Vous avez une vidéo explicative de comment c'est structuré, comment on pouvait faire pour aller chercher des vidéos, et puis les séries D, E, etc., qui sont des sujets de discussion plus ponctuels. Alors que dans la série A, B et C, il y a vraiment une progression pédagogique. Vous pouvez rejoindre la chaîne pour la soutenir avec différents abonnements qui me permettent de continuer ce travail, en tout cas je l'espère, et qui vous permettent d'avoir accès à des contenus différents, notamment des contenus un peu plus pratiques, des mises en pratique de ce que je présente sur les différentes vidéos des différentes séries. J'ai mis au point et je propose une formation extrêmement complète, extrêmement condensée, en 7 modules, dont le premier est offert ici. C'est l'introduction, quelque part, qui explique tout ce que je vais mettre, tout ce que je propose dans cette formation, que j'ai voulu la plus complète possible, euh, la plus exhaustive possible, tout en condensant un maximum. Par rapport à l'approche des séries A, B et C qui reprennent mes livres, tome 1 et tome 2, l'énéagramme de la connaissance de soi à la réalisation de soi, œuvre noire, œuvre blanc. Le tome 1 est en rupture, malgré les apparences, celui-ci est réservé, mais le but de la vente de formation et des abonnements est de pouvoir renouveler une commande du tome 1 pour les personnes qui sont déjà sur la liste d'attente. En fait, dans les vidéos de la série ABC, c'est le contenu de ces 2 livres, mais voilà, pour les personnes qui préfèrent avoir un livre sous la main, je comprends tout à fait. Du coup, ils seront disponibles dans plusieurs semaines et je ferai une annonce quand ce sera le cas. La formation aborde un autre angle et puis, va plus loin puisque j'ai découvert d'autres choses sur l'énéagramme, sur la manière dont sont structurés les types, dont fonctionne chacun des types et que j'ai exploré plus avant et que je vous propose dans la formation à un prix accessible puisque c'est 12 € par module pour les 6 modules qui sont payants.
Donc la formation pour avoir une vision théorique complète, la plus exhaustive possible de l'énéagramme, les abonnements pour avoir accès à des vidéos de mise en pratique, comme le nombre d'abonnés est restreint, en tout cas de membres de la chaîne est restreint, ça permet un suivi par rapport à ces différents outils, et les vidéos de la chaîne pour donner progressivement le contenu de ces livres. Une approche plus progressive, en spirale quelque part, où on assimile une partie pour revenir sur une autre et progressivement, faire vôtres les compréhensions que j'ai acquises sur l'énéagramme. Donc venons-en à l'énéagramme. L'énéagramme, c'est avant tout une figure. Une figure à 9 points. Cette figure, je vous donne la playlist de la série A qui explique en long, en large et en travers tout le symbolisme, le cercle ou l'unité, le triangle ou la loi de 3, la triunité, les triades dans toutes les religions, dans toutes les traditions, et la figure interne qui représente une loi qu'on appelle la loi de 7, loi d'octave, la loi qui préside le mouvement perpétuel de la création. La loi de 3 préside la création d'un phénomène, quel qu'il soit. On considère dans la tradition de l'énéagramme que tout est vibration. Et toutes les vibrations, que ce soit une respiration ou un univers, tout obéit exactement aux mêmes lois. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour que s'accomplisse le miracle d'une seule chose, nous dit la table d'émeraude. L'énéagramme donne les lois les plus fondamentales, les plus structurelles, qui permettent de comprendre le microcosme, le macrocosme et surtout cette structure que nous sommes et les possibilités dont nous disposons en termes d'évolution intérieure et les outils de cette évolution intérieure. Qu'est-ce que j'entends par évolution intérieure? C'est ce que nous allons voir en expliquant que dans la tradition de l'énéagramme, comme dans toutes les traditions d'éveil intérieur, qui s'opposent quelque part, en tout cas ce qui se démarque radicalement des mouvances New Age ou des mouvances de développement personnel, c'est qu'elles s'appuient sur l'existence d'une autre nature en nous que cette nature personnelle, que la personnalité. Je vous renvoie à la vidéo Qui suis-je, essence et personnalité pour approfondir ce point parce que c'est la base la plus fondamentale de l'énéagramme, de la quatrième voie dont je vais parler et de toutes les traditions initiatiques, religieuses, même spirituelles, etc. La nature humaine est quelque part polarisée, elle est double. Nous possédons, si on peut parler ainsi, une nature humaine, une nature personnelle, une nature ordinaire, et une nature divine, une nature réelle, une nature essentielle. Les soufis disent que nous possédons deux individualités, deux égos, un ego réel, l'ego vrai, ce que nous sommes en réalité, notre vraie nature, et un ego usurpateur. Usurpateur parce qu'il a pris la place de notre être réel et nous nous prenons pour cet usurpateur. Il nous fait croire que nous sommes ces fonctionnements, ces mécanismes, ces croyances, ces peurs, ces émotions, sa souffrance, etc. Dans le christianisme, on parle du vieil homme et du nouvel homme. Le vieil homme qui doit mourir pour que le nouvel homme puisse naître. Ce qui doit mourir, ça n'est pas notre personnalité, c'est plutôt notre identification à la personnalité, le fait de se prendre pour la personnalité. La personnalité, comme son nom l'indique, puisque le mot personnalité vient du latin persona, qui lui-même vient du grec ancien, voire de l'étrusque, signifie masque. La persona, c'est un masque que les acteurs des tragédies antiques revêtaient pour jouer face au public. Ce masque constituait l'interface entre leur visage et le public. Il constituait leur rôle, quelque part. Et nous apprenons depuis la plus tendre enfance à jouer des rôles. Jouer des rôles pour obtenir l'approbation de nos parents, pour obtenir l'amour de nos parents, parce que en réalité, c'est une question de survie. Je vous renvoie à la vidéo sur l'instinct, à quel point l'instinct contrôle tout dans notre fonctionnement psychique, dans notre psychologie ordinaire, à quel point ce qui contrôle
tous nos mécanismes, tous nos fonctionnements, c'est la peur de la mort et le besoin irrépressible de survivre. Si la vidéo n'apparaît pas lorsque je monte, ce qui arrive sur certains appareils, notamment les téléphones, mais aussi certains ordinateurs, de toute façon, elles apparaissent dans la description. Donc l'enfant que nous étions a très vite compris, viscéralement, ce n'est pas quelque chose qui est conceptuel, ce n'est pas le fruit d'une réflexion, c'est viscéral, c'est cellulaire. L'enfant a très vite compris que pour survivre, il fallait absolument qu'il s'adapte aux attentes de son environnement. Donc, l'enfant crée une personnalité. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Et dans les vidéos de la série B sur pourquoi j'ai perdu ma vraie nature, pourquoi j'ai perdu le contact avec ma vraie nature, que vous pouvez voir apparaître ou vous verrez dans la description, j'explique en long, en large, en travers pourquoi certaines causes sont normales, ça fait partie du jeu, mais d'autres sont anormales et sont dues à nos conditions d'éducation, nos conditions d'existence, notamment dans nos plus jeunes années. En fait, on parle de justement l'énagramme démontre, dans sa manière impersonnelle, sans parler des types, démontre le mouvement. L'énagramme montre une dynamique. Donc le mouvement qu'on appelle le chemin de l'âme, lors de son incarnation, elle descend et elle arrive au point 9 de l'incarnation dans un corps humain. M'incarnant dans un corps humain, je commence à avoir certains besoins. Besoins qui, s'ils ne sont pas comblés, conduisent cet organisme que j'habite à la mort. Donc il y a un besoin irrépressible de boire, de manger, d'être réconforté, de me réchauffer, etc. Et je suis entièrement vulnérable, absolument vulnérable et entièrement dépendant de mon environnement qui peut m'aider à combler ces besoins. Donc, entièrement dépendant de mon environnement pour survivre. Ce contact avec le corps et l'identification dans un corps et ses besoins et sa très grande vulnérabilité m'amène à sentir que je dois absolument renier ce que je suis, dans un contexte en tout cas qui n'est pas favorable, et ce contexte favorable n'existe quasiment pas. Dans un contexte tel qu'il est quotidien pour tous les enfants, je suis obligé de renier cette nature réelle avec laquelle je suis venu pour correspondre aux attentes des parents, des éducateurs, des enseignants plus tard, de mes amis, etc. Et donc, ce mouvement au point 9 où je réprime mon être réel, je l'anesthésie, je l'endors, c'est vraiment l'archétype que nous proposent les contes de fées, sur lesquels les contes de fées nous invitent à méditer, à percevoir le fond de l'histoire des princesses qui sont victimes d'un sort et qui s'endorment, d'un sommeil a priori éternel si un prince ne vient pas les réveiller, les sortir de ce sommeil. Cette princesse qui s'endort, c'est l'essence qui s'assoupit, qui s'endort et qui cesse de se manifester et qui cesse de se développer alors qu'elle était venue pour se développer, pour se manifester. C'est pourquoi toutes les traditions nous parlent d'un éveil possible. Un éveil signifie qu'il y a un sommeil. Qu'est-ce qui est en sommeil? Mon attention, certes. Ma vigilance, certes, qui est complètement atrophiée. Mais ça n'est qu'un symptôme de cet endormissement plus profond, plus métaphysique de mon essence, de ma conscience véritable. Lorsque cette nature réelle, ce que je suis, s'endort et se retrouve refoulé dans l'inconscient, ce qui reste de conscience prend peur. Face à un vide terrifiant, la conscience va projeter une image, une personnalité, un masque, pour combler ce vide terrifiant. Et elle va s'identifier, comme si cette conscience qui était vaste, qui n'était pas réduite aux frontières et aux limites du corps, va se retrouver enfermée, circonscrite dans ce corps et dans une compulsion psychique qui n'a pour but initial que de perpétuer cet organisme et progressivement qui n'a pour but que de perpétuer cette structure psychique que j'ai créée et que je crois être moi. Quelque part, de cette identification à la personnalité vient naître un ego, un sens de je suis cette personnalité,
un sens de l'identité et de l'identification à cette personnalité. Quelque part, cet ego ou la conscience qui l'a précédé, cette conscience embryonnaire qui, dans le refoulement profond de ma nature véritable, de mon essence, a pris peur et a créé une personnalité, elle ne peut pas créer, elle ne peut qu'imiter ce qui existe déjà ou qui existait déjà et qui existe toujours au plus profond de ma mémoire, c'est-à-dire mon être réel, ma nature réelle avec ses différents aspects, ses différentes qualités et ses modes de perception de la réalité. Des modes de perception qui sont dits objectifs, une perception de la réalité telle telle qu'elle est objectivement. Ça, c'est la perception depuis mon être, depuis l'espace de conscience que je suis. L'énéagramme décrit donc ce chemin au point 9, l'endormissement de la conscience, de ma vraie nature, l'oubli de qui je suis, l'oubli de ce que je suis en réalité, en profondeur, qui me fait glisser vers une involution au point 6, puisque c'est le sens de l'involution qui est décrit ici. Au point 6, la peur totale du néant, la peur de l'anéantissement dans ce vide terrifiant qui m'oblige à tomber encore plus dans l'illusion, dans la matière quelque part, et à créer une personnalité qui devient une espèce de coquille dans laquelle je viens m'enfermer et que je prends pour moi et dont je vais progressivement, année après année, décennie après décennie, améliorer les mécanismes de défense parce que je sens bien au fond que cette identité est fausse et donc elle est facilement menacée. Elle peut être menacée par tout ce qui vient la contrarier. Donc toute ton énergie va être utilisée pour maintenir ce sens de l'identité et donc protéger ce sens d'identité, cette personnalité à laquelle je m'identifie, des menaces qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. À partir de là, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que le problème n'est pas la personnalité. La personnalité est en fait un outil. Quelque part, il est nécessaire, lors de cette incarnation, de créer une personnalité. On dit que Dieu a créé l'homme à son image pour prendre conscience de lui-même. Eh bien, nous, à notre niveau, nous avons fait la même chose. Nous sommes là, en tout cas, nous avons cette capacité de créer une image à notre ressemblance, donc qui imite les qualités de l'essence, les qualités de notre être véritable, pour pouvoir prendre conscience de nous-mêmes. Donc la personnalité n'est pas un obstacle. En fait, c'est la loi de 3 qui est indiquée par le triangle. Toute création ne peut advenir que par la rencontre de deux forces qui se réconcilient, qui se concilient et qui permettent de faire émerger une troisième force. Une force dite active, masculine, pénétrante, et une force dite passive, réceptrice, féminine. De la rencontre de ces deux forces apparaît une troisième force qui est à la fois masculine, à la fois féminine et en même temps ni masculine ni féminine, quelque part androgyne, mais au-delà de masculin-féminin, réconciliant les opposés et faisant émerger un nouvel ensemble. Par exemple, le père, force active, la mère, force passive, la conciliation, l'enfant, androgyne, qui permet de faire passer le couple, qui est d'une certaine manière, en tout cas sur le plan horizontal, à une verticalité, la famille, dans laquelle la famille devient plus importante que l'individu. Il y a une forme de transcendance de la condition individuelle du couple, qui est centrée autour de ses activités, ses sorties, la relation de couple. Et là, il y a quelque chose qui est extériorisé. Notre attention se préoccupe plus de cet être ou de ces êtres euh, qui émergent grâce à la rencontre du père et de la mère, de la famille, qui produisent la famille et qui permettent de ne plus être centré vers soi, mais être centré vers quelque chose d'autre, de plus grand. Il y a une forme de transcendance dans cette notion, dans cette responsabilité d'un être entièrement vulnérable, justement, qui dépend entièrement de nous, dans lequel l'égoïsme n'a plus du tout sa place, normalement, en théorie. Dans la vidéo sur la loi de 3, unité et trinité, qui apparaît dans le coin ou alors dans la description, vous aurez d'autres exemples. Comment les sols répondent à cette loi de 3. Comment le feu, ce qu'on appelle le triangle du feu, obéit
à cette loi de 3, comment l'électricité obéit à cette loi de 3, comment tout obéit à cette loi de 3. Pourquoi je parle de cette loi de 3? Parce que ce qui se passe dans notre monde intérieur ne fait pas exception et l'objectif, puisque je dis Dieu a créé l'homme pour prendre conscience de lui-même, l'homme, l'être humain, a créé une image, une personnalité à son image et à sa ressemblance pour pouvoir prendre conscience de lui-même, c'est une application de la loi de 3. L'essence, qui est normalement la force active à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur c'est différent, c'est l'inverse. Tout ce qui se projette du monde intérieur vers le monde extérieur ou d'un monde subtil vers un monde plus grossier a tendance à s'inverser. Je prends souvent, je la reprends, l'image du miroir. Si je lève la main droite face au miroir, mon reflet qui lève la main qui est du même côté que moi, mais pour lui c'est la main gauche, puisqu'il est inversé, il me fait face. Il y a bien, en passant du monde matériel à un monde plus subtil, l'image dans le miroir, une inversion de la polarité. Le gauche devient le droit devient le gauche. Je ne sais pas pourquoi ces pouces apparaissent, ça vient de mon logiciel d'enregistrement. Si quelqu'un sait comment fonctionne OBS et comment je peux paramétrer ça, je suis intéressé. C'est souvent quand je lève la main, peut-être qu'il surveille mes mouvements. Donc sur le plan intérieur, l'essence devrait être active et la personnalité passive. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essence devrait être éveillée, pleinement développée et donner ses impulsions à la personnalité qui, elle, attend passivement les instructions émanées de l'essence, qu'on appelle la guidance, la guidée intérieure, et met en application dans le monde extérieur cette guidée. Pourquoi? Parce que dans le monde extérieur, l'essence ne peut rien faire. Elle est. Elle peut rayonner, elle émane, mais elle n'agit pas. La personnalité, par contre, est active. Elle dispose de différents centres, les 3 centres, le centre instinctivo-moteur, le centre du mouvement et de l'instinct, le centre émotionnel, centre du ressenti, et le centre intellectuel, centre de la cognition, de l'attention, de la concentration. Ces centres nous permettent de percevoir le monde et d'interagir avec le monde. Grâce au centre moteur, nous pouvons nous projeter et agir dans le monde. Quelque part, c'est ce que nous sommes venus faire, incarner dans le monde la volonté de Dieu en termes en tout cas euh, individuels, c'est-à-dire de notre essence, qui est une parcelle individualisée de l'être cosmique, de Dieu, de l'absolu. Donc la rencontre à l'intérieur entre l'essence, force active, et la personnalité, force passive, fait émerger cette troisième force qu'on appelle la conscience. Comme l'image dans le miroir me permet de me voir, de me connaître. Si je n'ai pas un reflet dans lequel je puisse me refléter, je ne peux pas me voir. Et bien quelque part, c'est un peu l'objet de cette personnalité qui est un reflet inversé de mon essence, une projection de mon essence, qui a pour fonction de m'aider à me connaître moi-même, non pas sur un plan personnel, mais sur un plan métaphysique, sur un plan plus profond. Connaître ma nature véritable. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'essence, à cause des conditions dans lesquelles nous grandissons, elle s'endort, elle s'atrophie, et elle ne se développe pas. Et donc, sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, l'essence est passive. La personnalité est le seul maître à bord. Et donc, au lieu de faire rencontrer une essence active et une personnalité passive produisant la conscience, ce qui se rencontre, c'est une essence passive, une personnalité active qui produit ce qu'on appelle un ego, qui est l'imitation de la conscience. C'est une conscience de soi complètement illusoire, réduite à la personnalité, réduite à nos mécanismes, réduite à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations, à nos réussites dans le monde, etc. L'image dans le miroir se croit animée de sa propre vie, elle a oublié qu'elle était un reflet et elle est animée par son propre mouvement, ce qui crée ce qu'on appelle l'ego, le sens de soi, le sens d'un soi séparé, séparé de sa nature réelle et donc séparé de la nature en général, du tout dans lequel nous nous mouvons, mais duquel nous faisons intégralement partie et de laquelle nous ne sommes pas séparés. Donc, à partir de là, on comprend que nous possédons deux natures. Nous sommes venus avec la possibilité
de vivre à partir d'une double nature, une nature humaine, une nature divine, une nature personnelle et une nature essentielle. L'énéagramme, comme tout enseignement traditionnel, initiatique, religieux même, possède trois niveaux. Tout enseignement, toujours en vertu de la loi de Trois, possède deux niveaux. Un niveau qui s'adresse plutôt à la personnalité, qu'on appelle exotérique, extérieur. Un niveau qui s'adresse à l'être, à l'essence et à son réveil et à son développement, qu'on appelle ésotérique. Ésotérique, ça veut dire de l'intérieur, vers ce qui est intime en moi-même. Éso, c'est cette notion d'intériorité, alors que exo, c'est extérieur. Donc, la rencontre entre l'aspect exotérique et l'aspect ésotérique produit toujours un pont entre les deux, ce qu'on appelle l'aspect mésotérique, qui est à la fois exotérique, qui s'intéresse à la personnalité, mais qui propose tout de même un pont vers l'aspect plus profond, plus essentiel de l'enseignement. Pourquoi je le représente comme ça? Eh bien parce que l'aspect exotérique de tout enseignement est actif, il est visible, il peut même faire un peu de prosélytisme éventuellement, en tout cas avoir une vitrine, être connu, alors que l'enseignement ésotérique, c'est la force passive, il se cache, il faut aller le chercher, il faut être actif. L'enseignement exotérique est actif, il peut venir à nous, il peut être visible. L'enseignement ésotérique, il faut aller le chercher, il faut l'extraire. Eh bien, l'enseignement mésotérique est entre les deux. Il a une partie visible et facilement accessible, mais pour pouvoir cheminer en profondeur et tirer parti de tout ce que cet enseignement mésotérique propose, il faut être actif. Il faut aller chercher cette partie passive, cachée, qui demande des efforts d'un type très particulier, que beaucoup de gens ne sont pas prêts à mettre en place. L'énéagramme, c'est la même chose. L'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui est un énéagramme exotérique. Il ne s'intéresse qu'à la personnalité. En tout cas, les personnes qui l'utilisent s'intéressent essentiellement ou quasiment exclusivement au développement de la personnalité. Même si beaucoup parlent de l'aspect essentiel, nomment l'essence et l'utilisent dans leur vocabulaire, rien ne, dans leur pratique ou dans la manière dont ils présentent les choses ne pointe dans cette direction essentielle. À côté de ça, il existe un énéagramme beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler un énéagramme alchimique qui provient de la quatrième voie. Je vais revenir sur cette notion de quatrième voie. Fatalement, cette déviation de l'énéagramme vers un travail personnel, l'énéagramme des 9 types, tel qu'il est connu aujourd'hui, qui décrit ce qu'on appelle 9 types de personnalité, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas 9 types de personnalité, c'est 9 types de fixation. Fixation, pourquoi? Fixation de la conscience dans un ego, dans une compulsion, dans une identification à la personnalité. La conscience qui est vaste, c'est fixé. Mais c'est une chance en même temps. C'est une chance en ce qui concerne l'individualisation de cette essence ou de cette conscience. La conscience individuelle, qui n'est pas qu'une illusion, qui n'est pas une erreur. Donc initialement, cet énéagramme des 9 types de fixation avait pour fonction d'utiliser le fonctionnement et la compréhension de cette fixation pour revenir vers notre vraie nature, pour réveiller cette nature authentique, cette essence que nous sommes, et nourrir son développement grâce à ce travail sur la personnalité. Non pas un travail sur la personnalité pour la développer, mais un travail sur la personnalité comme matériau, comme terreau de développement de l'essence. D'ailleurs, si vous allez voir la page Wikipédia d'Oscar Ichazo, celui qui a apporté l'énéagramme des 9 types, le concepteur, disent-ils, sur la base de l'énéagramme, donc pas de l'énéagramme, mais sur la base de l'énéagramme, d'une théorie spiritualiste appelée proto-analyse. Voilà, donc il parle de l'énéagramme et il explique que, selon lui, il existe 9 voies par lesquelles l'ego se fixe, on parle bien de fixation, dans la psyché en bas âge. Parce qu'on parle des fixations de l'ego
qui deviennent le noyau de l'image de soi autour duquel se développe la personnalité. Donc il parle des passions, c'est-à-dire que chaque fixation est soutenue au niveau émotionnel. La fixation est mentale, au niveau émotionnel, une passion particulière ou un vice que l'on entretient et qui nourrit notre identité. Et donc, les enseignements d'Oscar Ichazo sont censés aider les gens à transcender leur identification et la souffrance qui en découle. On ne parle pas de régler les problèmes de la personnalité, on parle de transcender notre identification à la personnalité et donc la souffrance qui en découle. On est très proche de la voie euh, bouddhique, par exemple, ainsi que de leurs propres pensées mécaniques et schémas comportementaux. Ishazo, plus bas, considère les fixations comme des aberrations d'un état d'unité essentielle, un état essentiel d'unité. Donc on est vraiment sur ce travail d'unité, de retour à l'essence et de transcendance de notre personnalité, de notre identification à la personnalité. Et là, il y a eu une déviation, notamment depuis la publication par Hélène Palmer de son livre sur l'énéagramme, le guide de l'énéagramme, et le travail de Claudio Naranjo qui a permis d'explorer de plus en plus tous les fonctionnements, mais qui a fait dévier l'énéagramme vers un outil strictement personnel, alors que c'est un outil beaucoup plus profond. C'est un peu comme si on possédait un avion et que progressivement, ou une fusée, on s'en servait uniquement pour rouler sur les routes. Elle a la capacité de s'envoler et de partir très loin, et progressivement, on a oublié qu'elle permettait cette verticalisation, cette envolée vers l'espace infini, si tant est qu'il soit infini. Mais ce glissement vers un énéagramme de la personnalité, on va l'appeler comme ça, destiné uniquement à nourrir et à renforcer ce sens illusoire de je, de moi, renforcer mon ego en réalité, le rendre plus performant, plus adapté à la société, adapté au monde du travail, adapté aux relations, c'est quelque part une forme d'hérésie. On pourrait parler en termes religieux, c'est une hérésie, puisque ce qui était une illusion et un piège est devenu une prison dorée, dans laquelle on ne veut possiblement plus sortir. Ce glissement vers cette hérésie, si je peux parler de cette manière, non pas dans le sens de morale, de connotation religieuse, mais de utiliser une fusée pour rouler sur les routes, sur les autoroutes, alors qu'on pourrait faire autre chose avec. Si on veut rouler sur les routes, on prend une voiture. Mais c'est vrai que l'énéagramme est un outil tellement multidimensionnel qu'il est extrêmement efficace, même pour un développement personnel. C'est simplement dommage de le réduire à ça. Donc, disais-je, ce glissement vers ce travail uniquement centré sur la personnalité et son développement a permis l'émergence par quelqu'un qui, d'après mes sources, est issu de la quatrième voie, donc de la compréhension plus profonde de l'énéagramme, à chercher à réconcilier les deux, à revenir à quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus essentiel, mais quelque part en faisant évoluer de manière extraordinaire, exceptionnelle, l'énéagramme tel qu'il avait été apporté par Oscar Ichazo. Énéagramme des 9 types avec pour fonction le développement de l'essence ou la reliance, la reconnexion à l'essence, utilisez le terme qui vous plaira. Donc, M. Almas a créé cet aspect mésotérique de l'énéagramme, puisque l'existence de l'aspect le plus profond qui est arrivé en premier par le biais de la quatrième voie de ce maître caucasien Georges Ivanovitch Gurdjieff, un maître extraordinaire, un maître atypique. D'ailleurs, je conseille vivement la biographie qui a été écrite par Roger Lipsey, Gurdjieff, sa vie, son œuvre, sa transmission, un regard nouveau, quelque chose comme ça. C'est réellement un regard nouveau sur la figure de M. Gurdjieff, à la fois sans phare, sans illusion, sans fantasme et en toute objectivité. Cet énéagramme intérieur, on pourrait dire, essentiel, et l'énéagramme des 9 types qui, lui, était aussi un énéagramme intérieur et essentiel, mais a dévié vers un énéagramme personnel ou extérieur, a permis la création de ce qu'on appelle l'approche diamant, qui a été fondée par M. Almas, une
une personne qui a travaillé dans les groupes de la quatrième voie et dans l'énéagramme, au moins avec Claudio Naranjo, et qui a mis au point une synthèse vraiment exceptionnelle, incroyable de ce travail. Synthèse sur laquelle je m'appuie pour ma propre compréhension et ma propre approche qui est un peu différente. Si on devait situer l'aspect extérieur, l'énéagramme des 9 types tel qu'il est connu aujourd'hui, sur l'énéagramme plus intérieur, l'aspect Oscar Ichazo tel qu'il a apporté à l'origine l'énéagramme des 9 types, mais encore plus à l'intérieur de l'intérieur, l'énéagramme de la quatrième voie, et au centre, l'énéagramme de l'approche diamant de Monsieur Almas. L'approche de Monsieur Almas se situe entre l'approche extérieure et l'approche intérieure, mais plus proche de l'approche extérieure. Mon approche se situe également entre l'approche extérieure et l'approche intérieure, mais plus proche de l'approche intérieure. Voilà pour clarifier un petit peu et brosser les différentes dimensions de l'énéagramme. Lorsqu'on parle de l'énéagramme, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'énéagramme en termes d'alchimie interne, l'utilisation la plus poussée et la plus complexe peut-être de l'énéagramme en tant que outil de développement essentiel et uniquement essentiel, l'énéagramme en tant qu'outil de développement essentiel en utilisant le travail sur la personnalité, ou énéagramme en tant que développement personnel et uniquement personnel, sans se soucier de l'approche essentielle, ou comme certains auteurs en l'intégrant, mais toujours pour nourrir le développement personnel, en faisant du développement personnel une fin en soi. Et également l'énéagramme comme outil de coaching, de management, de thérapie, etc. Donc, à partir du moment où j'ai brossé ces trois grands niveaux de l'énéagramme, vous pouvez déterminer lequel vous intéresse. Et puis quand on vous parle de l'énéagramme, en creusant un petit peu, on sait si on a affaire à quelqu'un qui, même si elle parle d'essence et de spiritualité, on fait un développement personnel ou pas. Non pas que je condamne le développement personnel, en tout cas le développement de la personnalité, mais je ne m'intéresse pas au développement personnel en tant que finalité. Le développement de la personnalité est un moyen pour pouvoir faire émerger quelque chose qui appartient à une autre dimension. Si je travaille ma terre et que je la nourris, et que je l'aère, et que je l'amende, que je lui amène du compost, uniquement pour avoir une belle terre, et puis montrer ma belle terre aux voisins, alors que je pourrais produire, grâce à cette terre, énormément de fruits pour nourrir tout le quartier, peut-être que je passe à côté. Eh bien, si je fais du développement personnel une fin en soi, c'est comme si je travaillais la terre au maximum et que je ne faisais que ça. Et que je ne comprenais pas que travailler la terre et la préparer, c'est justement la préparer pour quelque chose d'autre. Travailler la personnalité, c'est l'amener à une certaine harmonie, un certain équilibre nécessaire pour pouvoir faire émerger autre chose. Lorsque sur le plan horizontal, les choses sont suffisamment stables, harmonieuses et équilibrées, alors le plan vertical peut émerger de manière solide. Sinon, je vais avoir des aperçus de ce plan vertical, de la connexion avec l'essence et de tout ce que ça peut m'apporter comme expérience, mais ça ne s'intégrera pas parce que le terreau, la terre, n'est pas en mesure de porter des fruits. Swami Prajnapada, quelqu'un que j'admire et que je respecte beaucoup, qui était le maître d'Arnaud Desjardins, de Jean Danielou, de son épouse et de bien d'autres occidentaux ou orientaux, un maître très atypique, très original et extrêmement rigoureux dans son approche, disait très clairement, on ne peut pas passer de l'anormal au supranormal, donc un éveil spirituel, sans passer par le normal. J'ai besoin d'avoir une personnalité la plus équilibrée possible. Non pas comme une fin en soi, mais comme une préparation à autre chose. Comme quelqu'un qui veut pratiquer par exemple des sports de combat a besoin d'une préparation physique de base. Ça fait partie des conditions, d'avoir une endurance, une musculature, une souplesse, mais ça n'est pas une fin en soi, puisque le but étant la pratique d'un sport de combat, j'ai besoin de travailler autre chose que simplement faire du footing, de la musculation et du stretching, des étirements. Dans la quatrième voie, et je vous renvoie sur la vidéo si elle n'apparaît pas,
Elle sera dans la description, introduction à la quatrième voie, si vous voulez découvrir un peu plus ce qu'il en est. Donc, nous sommes constitués de deux natures, une nature essentielle, réelle, une nature personnelle, qui est une projection de l'essence de mon être véritable dans la personnalité, qui a pour but de me permettre de m'expérimenter moi-même, de me connaître moi-même. À partir de là, nous comprenons que l'énéagramme a deux dimensions euh, possibles, une dimension qui s'adresse à l'essence, à ma nature réelle, et une dimension qui s'adresse à ma personnalité. Et de la rencontre de ces deux émerge une troisième possibilité qui, quelque part, fait le pont, permet aux personnes qui n'ont pas la capacité ou le désir de s'attaquer à une voie directe d'éveil intérieur, de passer par un travail qui pourrait ressembler à un développement personnel, mais de ce qui s'appuie sur la personnalité pour mieux prendre du recul et voir ce qu'il y a derrière cette personnalité. Parce que je l'ai dit, la personnalité n'est qu'une projection de mon essence. C'est l'essence, c'est le corps, et la personnalité, c'est l'image dans le miroir. Une personnalité qui est inversée. Donc il y a des choses qui vont se ressembler et des choses qui vont se manifester de manière totalement opposée. Par exemple, il existe ce qu'on appelle les remords de conscience sur le plan de l'essence, comme son nom l'indique, des remords de conscience. Quand j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'obéissait pas aux lois de la conscience, je peux éprouver un remords de conscience. Eh bien, ma personnalité va imiter ce remords de conscience et va être capable d'éprouver de la culpabilité, qui ne provient que du mental, notamment du surmoi. Une partie du moi, une sorte de gendarme intérieur qui a intériorisé les règles, les normes et les critiques que l'on m'a fait et qui les retourne contre moi et qui m'oblige à rester dans le droit chemin pour toujours garder l'approbation des autres et pour toujours protéger mon sens de l'identité. La projection de ces aspects de l'essence, comme les remords de conscience, dans la personnalité, donc le monde de l'unité qui se projette dans le monde de la dualité, ça implique la dualité, culpabilité ou absence de culpabilité, ou absence de remords, ou un abandon total au désir de l'ego sans penser ou sans ressentir les conséquences. C'est le problème de la dualité, où tout existe et son contraire, ou son opposé complémentaire. L'un des aspects de l'essence, la joie, une joie de l'être, une joie paisible, se matérialise sur le plan de la personnalité par une imitation de la joie, une joie plus grossière, une recherche de plaisir qui, par le jeu de la dualité, provoque la souffrance. La saine satisfaction de soi, quand on agit en conformité avec sa conscience, provoque dans l'image que j'ai créée une satisfaction de soi qui est plus de l'ordre d'une estime de soi. L'estime de soi ou mauvaise estime de soi. Les- la, la satisfaction de soi n'a pas d'opposé. Soit je l'éprouve, soit je ne l'éprouve pas. En revanche, sur le plan de la personnalité, l'estime de soi appartient à l'image. La saine satisfaction appartient à l'essence. L'estime ou la mauvaise estime appartient à l'image. Les remords de conscience appartiennent à l'essence. La culpabilité appartient à l'image. La joie de l'être appartient à l'essence. La notion de plaisir et de souffrance appartiennent à l'image. La paix, la tranquillité qui est un aspect de l'essence, se projette sous forme d'anesthésie de soi-même pour endormir et réprimer, refouler ce que l'on ressent, pour correspondre à cette mémoire, quelque part, que l'on porte d'un espace en nous qui vit dans la tranquillité, quelles que soient les circonstances, dans la sérénité, une tranquillité de l'âme. Et comme ça, tous les aspects de l'être se déclinent et se projettent dans la personnalité. Par exemple, les vertus de l'être, les vertus de l'âme, vertus de l'essence, qui vont se manifester dans la personnalité de manière inversée, comme dans un miroir, et vont devenir des passions, les passions de l'âme, ou les péchés. Qu'est-ce que c'est que les passions? Étymologiquement, c'est les souffrances. Ce qui me fait souffrir et qui m'empêche
de renouer le contact, ce qui constitue des obstacles majeurs à ce réveil de l'essence et au retour de ma conscience dans sa vraie demeure. Péché, c'est manquer la cible. La cible, c'est l'être, c'est ce que je suis. Et les péchés et que je nourris au quotidien, m'amènent à m'éloigner de plus en plus et m'empêchent de revenir vers cette essence originelle que je suis. Par exemple, l'action essentielle, l'action à partir de l'essence, justement, devient la paresse, elle s'inverse. La sérénité se projette et devient la colère. L'humilité devient l'orgueil. La véracité, le fait d'être vrai, d'être ce que nous sommes, quelles que soient les circonstances, se transforme en forme de mythomanie, en mensonge, en vanité, etc. Donc tout ça, je le développe dans la formation Les secrets de l'énéagramme dont je vous ai parlé. J'ai réalisé que chaque type est constitué selon une croix. Une croix qui, sur le plan vertical, montre tous les aspects de l'essence que ce type était venu incarner et qui, en, en s'anesthésiant, amène la conscience à s'identifier à un faux moi qui va manifester des aspects compulsifs, des imitations, des caricatures, voire des opposés de ces qualités de l'essence. L'essence étant un ternaire, elle est constituée de ce qu'on appelle un aspect essentiel dans l'approche diamant, une vertu et une idée sacrée. Eh bien, c'est un triptyque qui va se cristalliser et que la conscience va chercher à imiter sous la forme d'un aspect idéalisé. Donc j'idéalise l'aspect dont je porte la mémoire inconsciente, comme la joie par exemple, et je vais la projeter à l'extérieur, non plus la chercher à l'intérieur, mais la projeter à l'extérieur et rechercher le plaisir. Et pour cela, éviter la souffrance. La vertu, je l'ai dit, se transforme en passion et l'idée sacrée en fixation mentale. Mon esprit, mon mental qui est fixé sur une compulsion qu'il cherche constamment à maintenir et donc à sortir de sa conscience tout ce qui vient à l'encontre de cette fixation mentale, de cette idée sacrée que j'essaie désespérément de retrouver. Mais comme je le dis souvent, je cherche la mauvaise chose au mauvais endroit. Je cherche quelque chose qui provient du monde de l'unité dans le monde de la dualité, dans lequel rien n'existe sans son opposé. Si je recherche la joie dans les plaisirs, je vais rencontrer l'opposé des plaisirs, la souffrance. Je recherche dans un monde impermanent ce qui vient d'un monde permanent. Je recherche dans un monde fini ce qui provient d'un monde infini. Donc c'est absolument voué à l'échec, jusqu'à ce que peut-être j'épuise cette quête incessante et qui ne peut jamais être satisfaite, pour qu'à un moment donné, cette quête qui me pousse constamment à l'extérieur de moi-même cesse, la cessation de la recherche, pour revenir vers l'intérieur. C'est une vidéo dans la description, la cessation de la recherche. Le chercheur compulsif disparaît et l'espace s'ouvre à ce qui est ici et maintenant, ce que je suis ici et maintenant, parce que cette recherche m'amène constamment, instant après instant, à rechercher autre chose que ce qui est. Et quand ce qui est correspond provisoirement à mes désirs, alors je cherche à le figer. Je refuse que tout est là pour disparaître, que tout finit par passer et que ce que j'éprouve aujourd'hui comme ouverture, demain, ce sera une fermeture. Et cette résistance à ces mouvements de la vie amène la souffrance. La souffrance ne vient pas de ce que je vis, la souffrance provient de la résistance à ce que je vis. Et la cessation de la recherche, c'est l'arrêt de la résistance. C'est l'acceptation inconditionnelle que ce qui est, est. Pourquoi chercher autre chose que ce qui est est? C'est toute la complexité du mental qui croit que accepter, c'est se résigner. Non, accepter, c'est accepter à l'intérieur, ne veut pas dire ne rien faire et se résigner à l'extérieur. Toute la quête de l'énéagramme, c'est d'épuiser la recherche pour que cette recherche cesse d'elle-même. C'est une manière de voir les choses. Parce que si chaque manifestation dans la personnalité n'est qu'une projection du moi, c'est les ombres de la caverne de Platon,
Les ombres n'existent pas en elles-mêmes, mais à travers les ombres, je peux comprendre qu'elles sont la projection de quelque chose d'autre. Et donc, à partir de là, je peux investiguer ces ombres pour essayer de comprendre d'où elles viennent. Non pas de décortiquer les ombres, d'analyser, de commenter, de comprendre, de savoir. Ça ne sert à rien. J'ai besoin de détourner mon regard des ombres pour aller regarder ces objets qui produisent ces ombres. Objets qui eux-mêmes se reflètent grâce à la lumière du soleil à l'extérieur. La conscience. Donc, chaque mouvement du moi, chaque mouvement de la personnalité, si je le prends non pas comme quelque chose que je dois absolument maintenir, m'accrocher parce que j'aime ou refuser, réprimer parce que je n'aime pas, mais que j'arrive à non seulement laisser passer et en même temps accrocher comme un fil d'Ariane pour investiguer avec curiosité pour aller voir avec ce regard intérieur, comme dans la caverne, je dois retourner mon regard, non pas pour regarder ce qu'il y a derrière moi, mais pour regarder ce qu'il y a en moi. À partir de là, telle émotion est un fil conducteur, et si je vais, plutôt que exprimer cette émotion ou réprimer ou essayer de la modifier, juste la laisser couler et suivre avec ma conscience ce mouvement en moi, je peux remonter à une source de cette émotion. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Quel est le moteur le plus profond qui m'amène à ressentir cette émotion ici et maintenant et à résister à cette émotion ici et maintenant? L'énéagramme de l'approche diamant utilise le moi comme un support pour travailler la conscience. C'est vraiment le but de la quatrième voie de M. Gurdjieff, utiliser la personnalité comme un matériau. Sauf que l'énéagramme apporte quelque chose de plus, une compréhension extrêmement complexe, très pointue. Et dans la formation, je décortique tous les types et leurs mécanismes, leur fixation de base, qu'est-ce qu'ils cherchent à imiter et comment tout leur mécanisme vient se positionner et n'être que la mise en mouvement de ce noyau dur, le noyau central de chaque type. En fait, une essence endormie que j'essaye d'imiter dans ma personnalité, à laquelle je m'identifie, et une peur que j'essaye de compenser par un désir premier qui occupe toute la place dans mon existence et dont tout le reste n'est que la manifestation. La quatrième voie, qu'est-ce que c'est? La quatrième voie, déjà pourquoi quatrième voie? J'ai expliqué tout à l'heure que l'on considère l'organisme humain composé, en vertu de la loi 3, de trois centres, une tri-unité. Nous sommes, disait M. Gurdjieff, des êtres tricérébraux ou tricentriques. On pourrait dire un en trois personnes ou un en trois centres qui fonctionnent normalement ensemble. Un centre instinctivo-moteur, l'instinctif qui gère toutes les fonctions inconscientes et le centre moteur qui gère les fonctions conscientes, notamment la motricité. Un centre émotionnel, centre du ressenti, du sentiment, et un centre intellectuel, cognition, mémorisation, attention, concentration, etc. Le problème, c'est que nous, et ça la tradition moderne de l'énéagramme, même dans le développement personnel, le reconnaît entièrement, nous ne sommes pas équilibrés. Nos centres ne sont pas équilibrés. Toute notre lecture de la réalité passe à travers le filtre d'un centre qui est hypertrophié, qui prend toute la place. Et puis, un deuxième centre qui sert de centre de soutien, par exemple, si, c'est un exemple parce que c'est variable selon les types, si c'est mon centre intellectuel qui domine, toute la réalité est perçue prioritairement à partir de ce centre intellectuel, en oubliant les deux autres centres qui seraient nécessaires pour avoir une vision plus globale de la réalité, et donc une action dans le monde beaucoup plus ajustée. Là, j'ai un filtre et je vois tout à partir d'un filtre. Admettons que mon centre de soutien soit le centre émotionnel, par exemple. Le centre émotionnel n'est utilisé qu'au service du centre intellectuel. Et le troisième centre est réprimé. Je ne lui accorde que très peu d'attention. Je ne suis pas très à l'aise. Si c'est mon centre instinctivo-moteur qui est prédominant, je vais percevoir le monde à partir de mes sensations, de mon instinct, à partir du corps. Et admettons que ce soit mon centre intellectuel qui soit le centre de soutien, je vais utiliser mon centre intellectuel au service de cette recherche d'une certaine sensation. Je veux me sentir d'une certaine manière. Et pour cela, je peux utiliser mon intellect pour
rationaliser certaines émotions ou sentiments qui ne concordent pas, pour comprendre certaines situations, pour mieux toujours revenir à cet état que j'essaie de stabiliser, mais un état qui est instable par nature, ce que je sens, tel que je me représente, que je dois me sentir. Voilà le problème des centres. Monsieur Gurdjieff compare ces centres à une voiture, un fiacre, un attelage, avec une voiture, des chevaux ou un cheval et un cocher, avec le maître de l'attelage dans la voiture. La voiture est mal entretenue. Le cocher ne sait pas l'entretenir. Il roule sur des routes très lisses alors qu'il faudrait rouler sur des routes caouteuses pour graisser les engrenages. Donc elle est de plus en plus en mauvais état. Le cheval ou les chevaux ne sont pas éduqués, ils ne sont pas soignés. Le cocher ne parle pas leur langage, il ne sait pas s'en occuper, il ne sait pas, il ne les a pas dressés, il ne sait pas les diriger. Donc il essaye par la force, ou par des coups de fouet ou par des sucreries de dompter ses chevaux. Le cocher est très souvent endormi, il somnole, il n'est pas attentif à la route, à ce qui se passe, à l'état des chevaux, à l'état du corps, et il n'écoute pas le maître dans la voiture. Il dort. Dans un tel attelage, le maître n'est plus là. Il ne peut aller nulle part, donc il a quitté l'attelage. Et l'attelage est à la merci de nombreux passagers clandestins qui se battent pour avoir tour à tour le contrôle de l'attelage et l'emmener tant bien que mal là où ils pensent pouvoir l'emmener. C'est ce qu'on appelle la valse des moi. C'est-à-dire que la voiture représente le corps. Le cheval ou les chevaux représentent le centre émotionnel, l'émotion, et le cocher représente le centre intellectuel. Le maître dans la voiture représente l'essence, le maître intérieur. L'essence dans un tel attelage désorganisé, dans lequel les centres ne sont pas équilibrés, soit c'est un centre qui prend toute la place et qui est extrêmement développé et les autres ne sont pas nourris ou ne sont pas efficaces, ne sont pas efficients, ne sont pas développés. Les centres ne communiquent pas les uns avec les autres, donc le maître est parti. Et ces passagers clandestins sont ces nombreux moi. Jung parlait de la fragmentation du moi. Le moi est fragmenté en plusieurs petites entités qui se prennent pour moi et que je crois à chaque fois être moi, alors que ce sont des schémas, des forces, des mouvements en moi qui ne sont pas moi et qui sont parfois complètement contradictoires. Monsieur Gurdjieff parlait de la multiplicité des moi. Jésus, dans l'Évangile, quand il chasse les démons d'un corps humain, Satan lui répond: Je suis légion, je suis divisé, je suis plusieurs. Donc ces différents passagers clandestins qui prennent le contrôle de l'attelage à tour de rôle représentent ces différents moi, ces différentes parties de moi, ces différents schémas, ces différentes compulsions que je prends à chaque fois pour moi. Je décide de me mettre au régime parce que j'ai pris du poids, mais le soir même j'ai faim ou j'ai envie et donc un autre moi a pris le contrôle et n'a rien à faire de la décision que j'ai prise quelques heures auparavant. Et toute la vie peut être vue de cette manière, à quel point je prends des décisions, je décide de faire certaines choses, de ne pas faire certaines choses, de m'abstenir, et à quel point je fais l'inverse de ce que j'ai décidé. Et puis après, je me morfonds parce que le moi en question est revenu et s'en veut de ne pas avoir réussi à tenir son engagement vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres. Donc, pour revenir sur ce que disait Swami Prajanpad, on ne peut pas passer de l'anormal au supranormal sans passer par le normal pour que le maître intérieur, pour que l'essence revienne dans l'attelage. Il est nécessaire que l'attelage fonctionne de manière harmonieuse et que chacun des éléments qui le composent soit correctement développé, que cet attelage soit équilibré. Donc que le corps, centre instinctivo-moteur, que le sentiment et que l'intellect soient correctement, harmonieusement équilibrés et communiquent les uns avec les autres. Parce que le problème, c'est que dans ce dysfonctionnement, chaque centre a tendance à être soit réprimé, soit hypertrophié, donc à prendre le contrôle de tâches qui sont de l'ordre de la responsabilité des autres centres. Et ils ne sont pas paramétrés pour ça. Donc, comme disait M. Gurdjieff, un rééquilibrage de la machine est absolument nécessaire. Sinon, nous n'irons pas loin. Et pourquoi quatrième voie? Parce qu'il constate, il considère que les voies traditionnelles sont en réalité divisées en trois grands groupes.
des voix qui s'attardent principalement sur le centre instinctivo-moteur, par exemple des postures de yoga, les arts martiaux, des voix, les danses par exemple, des voix qui sont centrées sur le sentiment, le centre émotionnel, par exemple la voix de la dévotion, ou les voix artistiques, et les voix qui sont centrées principalement sur le centre intellectuel, le l'érudition, la concentration, les visualisations, etc. Et donc, ces voix sont incomplètes parce qu'elles sont déjà déséquilibrées. Et le problème, c'est que je risque d'être attiré par des voix qui vont correspondre à mon centre hypertrophié et donc nourrir mon déséquilibre au lieu de rétablir un équilibre. Et donc, plutôt que de pratiquer une voie de posture, par exemple, pour le centre émotionnel, une voie de dévotion, des mantras, par exemple, à une divinité, et une voie liée à l'intellect, la quatrième voie travaille de manière directe et subtile sur les trois centres, mais toujours de manière concomitante, pas de manière séparée, ce qui permet de rétablir des liaisons entre ces centres, une harmonie. C'est la loi de 3. Si les trois centres, force active, l'esprit, force passive, le corps, le réceptacle de l'esprit, et la conciliation entre les deux, le sentiment, si les trois sont équilibrés, un quatrième terme peut apparaître, comme la famille, c'est la conscience, c'est l'essence. Là où trois, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, disait Jésus. On peut le voir comme là où deux centres, ou trois, parce que quand deux centres, notamment les centres actifs et passifs, sont réunis, ou trois, parce que le troisième centre est spontanément harmonisé quand les deux centres sont réunis, je suis, je suis. L'essence réapparaît. Mon moi véritable peut réapparaître. Sinon, il fait des apparitions, mais il repart instantanément parce que l'organisme n'est pas en mesure de garder le contact avec l'essence. C'est pourquoi, entre autres, on appelle la quatrième voie, une voie qui n'est pas centrée sur un seul des centres, mais qui travaille sur les trois centres en même temps et sur leur développement harmonieux et leur liaison, leur cohésion. Nous ne pouvons être unifiés que lorsque ces trois centres sont correctement équilibrés et fonctionnent les uns en harmonie et en synergie avec les autres. C'est ce que Swami Prajnapada appelle normal. Et dans son enseignement, quand on creuse un petit peu, et je ferai certaines vidéos pour parler de l'adhyatma yoga, le yoga qui conduit à soi-même, c'est pas un yoga avec des postures. Il n'y a aucune posture dans l'adhyatma de Swami Prajnapada, tout comme dans le tantra yoga. Les postures sont superficielles dans cette approche, parce que c'est un art de l'attention et de travail sur les centres. Dans l'approche de Swami Prajnapada, l'Adhyatma Yoga, il y a un travail sur les trois centres. Même s'il ne les nomme pas comme ça, c'est très clairement exprimé. Donc, dans cette chaîne, je développe l'énéagramme sous son aspect multidimensionnel. Je ne sépare pas les approches, quatrième voie, 9 types, de Scarichazo, d'Almas ou personnalité, parce que ça forme un tout. Ce sont trois niveaux qui s'interpénètrent. Et donc, je pense que exclure une partie de cet outil, c'est vraiment dommage et dommageable. Par exemple, dans les groupes de la quatrième voie, notamment en Europe et surtout en France, la personnalité est souvent bannie. Elle n'a pas sa place. L'énéagramme des 9 types est vu comme un blasphème, une hérésie. On ne veut pas en entendre parler. Le problème, c'est que ça entraîne une certaine rigidification, parce que là où l'essence permet une maîtrise de ses sensations, de ses perceptions, de ses émotions, même de ses pensées, la personnalité imite la maîtrise par une tentative de contrôle. Mais qui dit contrôle dit moment où je ne peux rien contrôler et où tout m'échappe. Alors que dans l'essence, la maîtrise implique une très très grande souplesse, une très grande fluidité. Or, dans les groupes de la quatrième voie classique, ce n'est pas une fluidité qui émerge, c'est une très grande rigidité, à cause de ce contrôle sur le corps, sur les émotions, sur les pensées. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je sais que très nombreuses sont les personnes qui sont passées par là et qui constatent la même chose. On confond la maîtrise avec le contrôle.
Et ça vient du fait qu'on rejette la personnalité et qu'on n'intègre pas à ce travail la personnalité, qui du coup est tenue en laisse avec rigidité, et ça entraîne une rigidité jusque dans le corps, dans la posture, dans la manière de parler. A contrario, on a dans les cercles de développement personnel une utilisation de l'énéagramme complètement déconnectée de sa réalité la plus profonde, de ce joyau inestimable qu'est notre essence, notre être réel, et on plonge encore plus dans l'identification à la personnalité et dans le développement comme un but en soi, comme une fin en soi de cette personnalité, nous emprisonnant et nous rigidifiant aussi de plus en plus dans cette personnalité. La voie du juste milieu est de comprendre que, comme les tenants de la quatrième voie, le but est l'essence et uniquement l'essence, même si parfois il y a une compréhension différente et ils utilisent différents termes dans lesquels l'essence n'est pas forcément ce que moi j'entends par essence ou ce qu'on entend par essence dans l'approche diamant. Donc on peut avoir des divergences, disons la conscience. Ne pas perdre de vue que la conscience est le but ultime et que tomber dans le développement personnel, quelque part, c'est tomber dans l'idolâtrie, s'identifier à une fausse divinité, l'imitation de la divinité intérieure, tout en intégrant cette personnalité qui sinon va fort probablement saboter mon travail et va me demander des efforts tellement rigides que je vais me rigidifier, je vais me crisper avec le temps et je vais rejeter tout ce qui n'est pas quatrième voie. Donc le juste milieu, c'est comprendre et nourrir cet aspect essentiel, mais ne pas renier l'aspect personnel, parce que nous sommes constitués d'une personnalité qui va être radicalement transformée par l'action de l'essence. Plus l'essence se développe, le corps, plus la personnalité, l'image dans le miroir, va s'harmoniser et suivre ce développement de l'essence. Je n'ai pas à modifier quoi que ce soit. Il y a une espèce d'intelligence en moi, une puissance qui va agir sans que j'ai quoi que ce soit à faire, autre que nourrir cette essence, et va progressivement transformer ma personnalité. Parfois sans même que je m'en rende compte. Je m'en rends compte des mois après. Les outils de la quatrième voie sont ce qu'on appelle observation de soi et rappel de soi. Donc un travail d'observation qui n'est pas un travail d'introspection. L'observation de soi implique certaines conditions qui nous sont données notamment par Nicolas Tereshchenko dans son livre Gurdjieff, la quatrième voie. Il dit qu'il y a cette condition indispensable pour une observation de soi correcte et profitable. L'auto-observation doit être exécutée sans critique ni jugement. Je ne dois surtout pas critiquer ni juger l'expérience, telle émotion, telle sensation, telle pensée, telle situation, sans, deuxièmement, sans essai de changement ni de contrôle. Je ne dois surtout pas modifier, contrôler, réprimer, rechercher, faire advenir quoi que ce soit. Je dois juste observer comme un scientifique qui n'est pas impliqué et qui veut juste voir le fonctionnement. Sans analyse, donc je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à analyser, sinon je suis dans l'introspection. Au moment présent, sinon je suis dans l'introspection. Si c'est une heure de décalage, 2 heures, 3 jours ou même quelques secondes, ça n'est pas de l'observation. Avec l'auto-présence, cinquième condition, ou le rappel de soi, ça c'est probablement le plus important, et ça c'est le deuxième outil, avec tous les organes des sens possibles. Et, septième condition, tout le temps et partout, dans toutes les circonstances de la vie dans laquelle nous sommes amenés à nous manifester. Quand on est seul, quand on mange, quand on fait la vaisselle, quand on est en linge, quand on est au travail, quand on discute, quand on est en famille, quand on est avec ses enfants, quand on fait l'amour avec notre femme, etc. Ou avec notre mari pour les femmes, etc. Ça, c'est fondamental. C'est déjà extrêmement compliqué d'amener les personnes à s'observer sans critique ni jugement, sans vouloir modifier quoi que ce soit et sans analyser quoi que ce soit, sans chercher à comprendre. Deuxième outil fondamental, c'est ce qu'on appelle le rappel de soi. C'est un état de vigilance, de conscience qui n'est pas du tout commun, qui n'est pas du tout facile à expérimenter parce qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en parle beaucoup dans la formation et j'en parlerai dans la série C. Le rappel de soi, en tout cas, n'est pas ce qu'on appelle la pleine conscience. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le travail de pleine conscience. Ça ne consiste pas à être attentif à ce que l'on fait. C'est plus que ça. Monsieur Gurdjieff disait: rappelle-toi toi-même, toujours et partout. C'est toujours la loi 3. Rappel de soi, vigilance, toujours une voie christique. Dans les évangiles, il est dit veillez et priez. Il n'est pas dit prier, il est dit veillez et priez. Soyez vigilants, soyez attentifs. Dans la communion orthodoxe, avant la communion, on récite différents textes et on dit soyons attentifs. On retrouve dans la tradition orthodoxe cette notion de rappel de soi qu'on appelle la prière du cœur ou la garde du cœur. Être vigilant et veiller sur ses pensées tout en priant, avec pour objectif que la prière descende de la bouche ou de la tête jusque dans le cœur, où la prière se fait d'elle-même, elle advient. Chez les soufis, on l'appelle souvenir de Dieu, zikr, rappel de soi, souvenir de Dieu. On parle de choses analogues. Donc voilà, sur ce canal, je vais donner dans les séries ABC, comme je l'ai dit, le contenu de mes livres, et donc cette synthèse où, non pas en prenant un petit peu de la quatrième voie et un petit peu de l'énagramme des 9 types et un petit peu de l'approche diamant, mais plutôt une vision globale qui intègre mais qui dépasse ces différentes approches, qui, à mon sens, sont limitées lorsqu'on les sépare, mais se nourrissent mutuellement lorsque on a compris que, non pas qu'on les réunit, mais qu'on a compris qu'elles sont déjà interreliées. Pour approfondir, sinon, il y a les 2 tomes. Bientôt, le tome 1, j'espère, sera disponible. La formation Les secrets de l'énéagramme, les livres de Monsieur Gurdjieff, que je conseille fortement, vraiment, les 3 livres de Monsieur Gurdjieff, en commençant par Récit de Belzébuth à son petit-fils, suivi de Rencontres avec des hommes remarquables, magnifique. Vous pouvez aussi voir le film. Je mettrai le lien dans la description s'il est toujours disponible. Et une ébauche de livre, parce qu'il a détruit son 3e tome. En tout cas, c'était la 3e partie de son livre, et ses élèves ont retrouvé certains fragments et ont publié sous sous le titre La vie n'est réelle que lorsque je suis. Pour approfondir aussi, fragment d'un enseignement inconnu, une synthèse très complète de son enseignement par son élève Piotr Demanovitch Uspansky. Et je conseille vraiment les livres de Monsieur Almas, Introduction à l'approche diamant, qui malheureusement est épuisé. Peut-être qu'il existe en anglais. Je crois que c'est The Diamond Approach. Une version un peu spécifique d'une de ses élèves, qui a été d'ailleurs sa condisciple pendant pas mal d'années et qui est devenue son élève, ce qui a été difficile pour elle, elle le raconte. Sandra Maitri, Les 9 visages de l'âme. Là, vous avez une base de travail déjà très complète. Et si vous voulez approfondir l'enseignement de Swami Prajnanpad, je recommande fortement, et pour les personnes qui souhaitent approfondir ou découvrir l'enseignement de ce maître remarquable, Swami Prajnanpad, le maître d'Arnaud Desjardins, bien connu en France, je conseille ce livre en 3 tomes de Daniel Roumanov, non pas Danielou, j'ai dit Alain Danielou, mais c'est autre chose. Daniel Roumanov, qui était probablement son premier disciple occidental, qui a écrit une thèse sur son enseignement, une thèse extrêmement structurée. Ensuite, il a publié sous forme de livre, donc il a adapté pour une publication en livre, une manière très structurée de présenter un enseignement qui n'a jamais été structuré par Swami Prajnanpad, en recueillant des lettres, des témoignages des élèves occidentaux, des élèves indiens, et en faisant une synthèse brillante, tout à fait adaptée à l'esprit occidental, peut-être un peu trop intellectuel, mais qui permet de vraiment entrer dans cette approche. Voilà, ça c'est pour ceux qui souhaitent des conseils de lecture et qui veulent approfondir ces enseignements. Le travail sur l'énéagramme n'est pas un travail intellectuel, c'est un travail d'observation de soi et souvent de partage en groupe dans lequel, quelque part, on accouche de soi-même. C'est une véritable maïotique. Par ce travail d'observation de soi et par cette tentative de cultiver le rappel de soi, une forme assez poussée ou très poussée de présence à soi-même dans le quotidien,
je commence à voir émerger des choses et en partageant ces matériaux, je les amène à la conscience et quelque part, en amenant de plus en plus ces matériaux à la conscience, donc il ne s'agit pas de les contrôler, de les réprimer, de les nier ou de les refuser, mais simplement de les digérer, de les faire venir à la conscience, alors c'est la conscience qui émerge de plus en plus et je goûte de plus en plus un espace de liberté. Mes schémas m'apparaissent de plus en plus comme des schémas automatiques que je vois venir et dans lesquels je tombe de moins en moins. C'est l'objectif de ce travail qui intègre l'énéagramme dans toutes ses dimensions et qui intègre la nature que nous sommes dans toutes ses dimensions. Voilà, j'espère que vous trouverez sur ce canal ce qui correspond à vos attentes. Je sais déjà que c'est un travail qui parlera effectivement euh, pas à un grand nombre de personnes, mais à des personnes qui sont en quête d'autre chose et j'ai des commentaires ou des mails vraiment encourageants. Et je remercie d'ailleurs, j'ai encore reçu un mail aujourd'hui, là, pendant que je préparais cette vidéo, un mail très touchant de quelqu'un qui dit qu'elle ne laisse jamais de commentaires, mais que ça lui tenait à cœur parce que elle trouve, de ce que je comprends, une nourriture. Donc c'est quelque part l'objectif de ces vidéos, de ce travail, c'est de non pas de donner des concepts, des savoirs, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, ça ne servirait à rien. C'est d'avoir une approche différente et d'apporter une nourriture pour l'âme à travers ces vidéos, à travers ces formations, à travers ces livres et à travers ces groupes de travail, ce groupe de travail interactif en ligne qui est déjà programmé et qui permettra un travail plus approfondi, plus concret, plus direct. Et à travers ces vidéos pratiques pour les membres de la chaîne qui peuvent déjà commencer à expérimenter certaines choses et à vivre de l'intérieur ce que je propose sur ce canal. Je vous souhaite une bonne découverte si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.